Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission On en parle à Taïwan. Nous sommes le dimanche 4 septembre et vous écoutez les ondes françaises de Radio Taïwan International. Vous écoutez donc On en parle à Taïwan qui est animé cette semaine par Meg, François-Xavier Boulet. et Floriane. Alors, de quoi parlez-vous aujourd'hui ? alors de mon côté, je vais vous parler de la vie quotidienne des Taïwanais avec notamment des magasins de proximité parce que le journal américain Washington Post a fait récemment un reportage pour dire comment le concept de magasin de proximité a évolué entre les États-Unis et Taïwan. D'accord. Mm. Moi, je vous parlerai, puisque cette semaine, il y a eu un jour important, le Encore 10 septembre. Et le 10 septembre, c'est une histoire presque méconnue de tout le monde, y compris à Taïwan. C'est une page tragique de l'histoire qui est un peu remise au goût du jour lors des cérémonies du 80e anniversaire, justement des commémorations de la fin de la guerre. Et j'y reviendrai parce qu'il y a eu quelque chose de... un crash, en fait, tragique de prisonniers libérés à Taïwan. D'accord. Je crois que c'est une histoire très peu connue, même Oui. des Taïwanais. Tout à fait. Et là, cette année, le président de la République a décidé de le mentionner. Oui, et faire plus que le mentionner, on va y revenir. Mhm. D'accord. Et Floriane? Eh bien, moi, je vous parlerai des îles Matsu et de la biennale artistique qui a lieu en ce moment sur ces îles-là, sur cet archipel dont on parle assez peu, en fait, à la radio. Tout à fait. C'est vrai que... Voilà. Un peu de l'art, un peu de l'histoire, un peu de la vie quotidienne. Exactement. Alors, commençons par le quotidien. Par le quotidien, c'est-à-dire moi. Voilà. Meg au quotidien. Au quotidien, oui, je passe régulièrement, je ne sais pas si c'est votre cas, au magasin de proximité. Est-ce que vous savez à peu près, en moyenne, par semaine, combien de temps combien de fois vous allez dans un magasin de proximité pour une raison X ou Y, en fait? En moyenne, tu veux dire pour Personnellement, Taïwan? ou, Non, pour vous personnellement dans la vie quotidienne. Moi, je dirais 1 ou 2 fois par semaine. Moi, Mhm. je pense que j'en suis aussi à 1 ou 2 à peu près. Moi aussi, voire un peu plus, parce que des fois qu'on n'a pas le courage de faire le petit déjeuner à 6 heures du matin, c'est bien de faire un saut aux magasins qui sont déjà ouverts à 6 heures du matin, en fait. Moi, j'y vais juste pour régler mes factures, quasiment. Ah, donc tu n'es pas un consommateur, tu es un utilisateur. Oui. Moi, j'y vais parfois aussi pour recharger mon abonnement téléphonique une fois tous les 2 mois. Mhm. Et de temps en temps pour prendre quelque chose à manger, mais c'est assez rare. D'accord. Alors, Washington Post a fait récemment un reportage sur les magasins de proximité à Taïwan en précisant que, en fait, pour les Taïwanais, les magasins de proximité sont devenus une sorte de prolongation ou prolongement ou l'extension des familles. Alors qu'à l'origine, ce type de concept qui vient du Texas aux États-Unis n'avait rien à voir. En fait, le magasin de proximité dont on parle à Taïwan, la première chaîne, c'est bien sûr 7-Eleven. 7 pour dire 7 heures du matin, 11 pour dire 11 heures du soir. Et ça veut dire qu'à l'origine, c'était un magasin qui était ouvert de 7 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Et cela était plutôt exceptionnel au Texas en 1927. C'est si vieux que ça. C'est si vieux que ça. Et à l'origine, le magasin vendait apparemment des glaçons. Des glaçons. Des glaçons qui est ouvert 7 jours sur 7. D'accord. Et le magasin a été transformé pour assurer un service continu 24 heures sur 24 dans les années 60 aux États-Unis. D'accord. Donc, rien à voir avec ce qu'on peut imaginer de 7-Eleven d'aujourd'hui à Taïwan. 20 ans plus tard, soit dans les années 80, Taïwan a commencé à connaître les magasins de 7-Eleven gérés par les locaux. Mais dans un premier temps, comme on voulait assurer les services continus 24 heures sur 24, et dans un premier temps, c'était surtout des magasins dont les terrains fonciers étaient achetés, ce qui fait que les premiers magasins étaient plutôt en perte, parce que rien que les terrains fonciers, c'est le plus cher à Taïwan, en fait. Oui. Et dans les années 90, les magasins ont commencé à opter une orientation beaucoup plus locale.
Et la situation a commencé à améliorer dans un premier temps lorsque, par exemple, à 7-Eleven, on vend des œufs cuits dans les feuilles de thé, en fait. Et lorsque Taïwan a souhaité vendre ça, pour répondre au goût des Taïwanais, même le siège aux États-Unis avait l'inquiétude pour savoir si ça allait marcher, en fait. Et finalement, les œufs cuits aux feuilles de thé, ça reste l'un des produits les plus vendus dans les magasins de proximité aujourd'hui, en fait. Ouais. Parce que tu peux l'avoir pour ton petit-déj, pour un petit encas comme ça, pour un repas. C'est facile et pas trop cher et nettoyé et cuit par les autres. Ouais. Et dans les années 90, donc vers la fin des années 90, les chaînes ont commencé à être cotées en bourse et avec une sorte de collaboration avec les sociétés locales, 7-Eleven ou d'autres magasins, je parle notamment de Family Mart, High Life ou OK, ont pris une ampleur phénoménale parce qu'aujourd'hui, on ne vend plus uniquement des produits, que ce soit alimentaires ou boissons. On assure surtout toutes sortes de services. Donc, comme tu disais, tu vas pour payer... Toutes les factures, en fait. Toutes les factures. Moi, je vais pour payer mes amendes, par exemple. Ah oui, ça marche aussi. PV. Ouais. Et on peut recharger son téléphone. Acheter des billets de train, des spectacles. Billets de cinéma, faire des impressions de documents si on n'a pas d'imprimante chez soi. On peut même récupérer ou envoyer des colis, non ? On peut envoyer des colis parce que les petits commerces électroniques marchent très bien. Et si on n'a pas de téléphone et on souhaite appeler un taxi, on peut aller dans les bornes électroniques informatiques de chaque magasin pour commander, pour appeler un taxi, pour vérifier nos données de la retraite. Ah oui ? Pour vérifier nos données de registre foncier. D'accord. En fait, tout sortes... Ça, on n'était pas au courant, je pense, en tant qu'étranger. On l'utilise beaucoup moins parce que... On n'a pas vraiment le besoin, en fait. Ouais. Oui. Et en plus de ceci, les différents magasins tentent de l'associer avec différentes marques de domaines complètement différents. Par exemple, 7-Eleven s'est associé avec Hello Kitty. Donc, il y a des magasins qui sont entièrement décorés de Hello Kitty, donc c'est couleur pink, rose, et ça attire des touristes. Et certains s'associent avec des mangas japonais pour avoir des magasins, ce qu'on appelle des magasins à thème, en fait, thématiques. Et dans ce cas-là, on vend bien plus que des produits de consommation, en fait. Les magasins de proximité vendent également du café ou des boissons chaudes ou froides et avec des sièges. Donc, c'est un peu comme les cafés en France, en fait, ou à l'étranger. Donc, ça veut dire que les gens peuvent y aller, s'asseoir, passer toute une journée. Et y aller aux toilettes. La plupart, au moins en dehors des grands centres-villes, ont aussi des toilettes. C'est vrai. Du coup, c'est devenu une sorte de lieu de rencontre. Donc, il y a des enfants qui finissent leurs écoles dans la journée, qui attendent leurs parents, qui finissent le travail plus tard, en fait. Il y a des professionnels qui doivent se rencontrer, mais vite fait, sans beaucoup de temps, peuvent aller là-bas. Il y a des personnes à la retraite qui passent leur journée en discussion sur place. Donc, c'est bien plus qu'un simple magasin. Et il y avait eu des bruits il y a quelques années que les magasins de proximité ont l'ambition de se transformer en une sorte d'hôtel. Donc, en plus de proposer donc, les toilettes, on peut assurer des lits. Je pense que ça peut être genre une capsule, en fait, pour assurer des personnes qui ont besoin de passer une nuit. D'accord. Parce que ce qui est arrivé déjà, en fait, des personnes qui n'ont pas eu le dernier train du jour, par exemple, ils passent leur nuit dans un magasin de proximité qui est ouvert toute la nuit, en fait. Oui, avachés sur une table, à moitié en train de dormir. Voilà. Ça arrive, ouais. Mais du coup, à Taïwan, on compte environ 14 000 magasins de proximité pour les 23 millions de Taïwanais. Donc, en termes de densité, Taïwan est le deuxième pays au monde, juste derrière quel pays ? Je croyais que c'était le premier, tu vois. Si c'est pas le Japon, c'est le Corée du Sud. Oui, j'étais aussi à réfléchir entre ces deux-là. Probablement le Japon. C'est plus la Corée du Sud qui a 57 000 magasins. Donc, il y a un magasin de proximité pour environ 900 personnes, dont 897 plus précisément. Et du côté de Taïwan, donc, il y a un magasin pour 1700 personnes. Et du côté du Japon, en raison du vieillissement, en fait, le nombre de magasins développe moins rapidement. Et
Du coup, c'est environ un magasin par 2200 habitants. Ce qui est déjà beaucoup aussi. Ce qui est déjà beaucoup. Mais je pense que ce que j'ai surtout envie d'évoquer, c'est, on sait que Taïwan, dans le système de défense face à la guerre, on évoque surtout une défense totale, générale, en impliquant la force de la société civile. Et là, au mois d'avril, le journal britannique The Guardian avait fait une couverture justement sur la défense nécessaire de Taïwan, comment les Taïwanais préparaient à la guerre, puisque personne ne savait comment ça peut être lors d'une invasion de la Chine, en fait. Et du coup, il y avait en discussion du fait d'utiliser les magasins de proximité comme un point de communication avec les résidents d'un quartier, en sachant que les communications peuvent être coupées. Et du coup, si les militaires et les policiers sont déjà sur les lignes de front et à l'intérieur du terre, pour être plus proche des citoyens, le gouvernement pouvait utiliser par exemple les fax afin de communiquer les différents messages que les magasins de proximité pouvaient afficher sur les vitrines et pour distribuer des besoins nécessaires, comme les magasins ont déjà fait pendant le Covid-19 pour distribuer par exemple les masques ou les tests de dépistage. Oui, ça reste un point de ralliement, de rencontre ou de distribution, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est un réseau qui est déjà très très large et qui fonctionne très bien. Enfin, où il y a des camions qui vont d'un magasin à l'autre très rapidement. Quand on envoie, par exemple, des colis d'un 7-Eleven à un autre, en général, ça prend moins de 2 jours. Enfin, moins de 24 heures. Moins de 24 heures. Normalement, c'est dans la journée. Ouais. Après, en cas de conflit armé, s'il y a des bombardements, des choses, le transport, la logistique sera largement perturbée. Mais au moins pour la communication, c'est vrai que ça peut être un point fort. Voilà. Du coup, c'est ainsi que les magasins de proximité sont présents dans la vie quotidienne des Taïwanais. Et j'espère qu'on ne va pas arriver au point où, même dans le système de défense, on doit utiliser ce genre de magasin omniprésent dans le pays, en fait. Mais en tout cas, je pense que pour la plupart des Taïwanais qui voyagent à l'étranger, ils sont malheureux lorsqu'ils n'ont pas ce genre de choses aussi pratiques dans la vie quotidienne. C'est vrai que mes enfants qui vivent à Taïwan tout le long de l'année, à chaque fois qu'on rentre en France, voir la famille en France, et c'était le cas le mois dernier, ils se disent, mais c'est bizarre, à 6-7 heures, tout est fermé, il n'y a pas de magasin à 10 heures du soir si tu as faim. En plus, j'habite dans un petit village de campagne. Donc le dimanche, tout est fermé, si on a faim, on peut aller nulle part. C'était étonnant pour eux. Parce que ce qui est arrivé récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'à cause de la pénurie de la main-d'œuvre, de plus en plus de magasins de proximité ferment la nuit. Tout au moins, c'est la situation près de chez moi, en fait. Peut-être entre 1h du matin et 6h, 1h du soir à 6h du matin, mais ils ferment quelques heures. Parce que c'est trop difficile de trouver des personnes qui peuvent faire le travail de nuit en faisant des heures sup, en fait. C'est des heures, il faut payer le double, et s'ils n'ont pas grand monde la nuit, les gérants commencent à se dire aussi, ça vaut peut-être pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc on revient vraiment à 7-Eleven. Voilà, c'est aussi lié, non, c'est 1 à 5, 1 à 6. C'est aussi lié à la hausse du SMIC aussi. Tout à fait. Voilà, c'était donc les magasins de proximité. D'accord. Alors... de mon côté, on ne va pas être très proche, mais au contraire assez éloigné, puisque je vais vous parler de l'incident du mont qui s'appelle Sancha-Shan. Pas facile à dire pour un étranger. Sancha-Shan. Le mont Sancha. Pour les Taïwanais, c'est difficile. Alors, qui est en fait dans le comté de Taidong. Et ce mont-là... Dans le sud-est de Taïwan. Oui, ce mont-là est célèbre, je le disais dans l'introduction, il n'y a pas de suspense, suite à l'incident qui porte ce nom-là, l'incident du mont Sancha. Célèbre, en fait, non. Parce que personne ne connaît ça, c'est très très peu connu. Je connais même pas cette montagne. Moi non plus. C'est une montagne qui porte toujours ce nom. Oui. Voilà, si tu vas à Sancha-Shan, elle est de plus en plus connue depuis que le président Lai Ching-te a dit on va commémorer cet incident où il y a eu un crash le 10 septembre 1945. C'est juste après, quelques semaines après la capitulation du Japon. Les États-Unis
il y a un bombardier américain qui rapatrie des soldats qui se battaient sur place et après, à la fin de la guerre, il renvoie tout ce beau monde chez lui. Il y avait des soldats américains, il y avait des Australiens et d'autres nations alliées, apparemment notamment des Hollandais aussi, qui ont survécu en fait aux affres de la guerre sur place et qui étaient finalement en route pour retourner chez eux, sauf que l'avion, qui était un bombardier visiblement de la catégorie qu'on appelle calculateur, un bombardier américain, va s'écraser sur le mont Sancha puisqu'il est pris au piège d'un typhon. Voilà. Ah, pardon. Donc, 10 septembre, déjà en 1945, il y avait des typhons. Alors qu'on nous dit ces dernières années, septembre-octobre, c'est plutôt des typhons de fin de saison, ce qui était assez rare visiblement, mais bon, ça existait déjà. Et 80 années plus tard, quand on commémore la fin de la guerre, le président Lai Ching-te se rappelle qu'un chercheur de l'Academia Sinica, le professeur Xu Tianfu, a commencé à mener des recherches sur cette histoire qu'on entendait parler. Et c'est les Punong, les autochtones de cette montagne qui ont dit il y a un avion qui s'est écrasé et ils ont commencé à mener des recherches. On ne connaissait pas trop ce qui se passait. Puis le chercheur de l'Academia Sinica, avec d'autres chercheurs, ont mené des enquêtes de terrain approfondies au point qu'ils ont réussi à retrouver en effet non seulement les témoignages oraux de certains habitants qui étaient persuadés que l'avion, encore une fois, s'était crashé sans savoir ce que c'était, mais aussi ils ont retrouvé quelques débris, j'allais dire des vestiges, en tout cas des artefacts militaires sur place, un peu éparpillés. Alors, il y a un vieux Punong qui s'appelle Yo Ayong, qui lui dit voilà, on sait qu'il y a un crash parce qu'on a entendu une explosion. Alors après, de bouche à oreille, les gens se sont racontés et sans doute un peu enjolivé cette histoire, ce qui a compliqué les recherches en disant après l'explosion, on a essayé de se rapprocher, on a vu des restes humains, on a vu des choses militaires, etc. Donc on aurait même retrouvé par exemple un fusil selon les histoires. Alors ça n'a jamais été bien sûr prouvé, mais par contre, les habitants locaux ont aidé le professeur Xu Tianfu dans ses recherches et leur équipe sur place en gravissant ce mont Sancha, qui n'est pas facile d'accès à pied visiblement, ce qui fait aussi qu'il n'est pas connu. Et ils ont retrouvé en effet quelques débris d'épave. Ils ont retrouvé des morceaux de roues d'avion, un bout de ce qui ressemble aussi à un moteur et des objets plus personnels qui ressemblent aux gourdes militaires. Donc ça, c'est ce qui a été retrouvé, ces débris-là qui ont été rassemblés et qui ont permis de faire la lumière sur en effet la disparition de ce bombardier américain. On en a retrouvé des morceaux, quoi. Alors il y a eu des missions de secours qui ont été menées d'après les histoires locales racontées. On a essayé de voir ce qui se passait après cette fameuse explosion. Et d'après les Bunun, il y aurait plus de 26 personnes qui auraient perdu la vie en essayant de gravir ce mont pour porter secours à ceux qui pensaient... Mais du coup, dans le bombardier, il y avait combien de personnes ? Alors, c'est là qu'on y vient. Les registres historiques et la recherche de l'Academia Sinica aujourd'hui permettent de dire qu'il y a eu 25 militaires qui sont morts dans ce crash. Donc, un bombardier, de toute façon, mais pas énormément de personnes à bord. Hein. Mais voilà, 25 militaires qui devaient être rapatriés, qui sont morts dans ce typhon. Et on estime au total, du coup, 51 personnes qui peuvent être commémorées par cet incident, puisque l'incident du mont Sancha inclut les 26 valeureux secouristes sauveteurs qui n'ont sauvé personne et qui ont perdu leur vie finalement. Il y avait encore à l'époque des policiers japonais qui n'étaient pas encore repartis de Taïwan. Il y avait des habitants locaux qui devaient aider, notamment des Bunun, des Puyuma aussi, et peut-être même un sauveteur volontaire Aka. Voilà, de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les registres historiques. Comment on peut savoir si quelqu'un est Aka ? C'est extraordinaire, c'est comme ça qu'il est rapporté. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est important, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un rituel qui est mis en place. Lai Ching-te a annoncé qu'il y avait la commémoration, qu'il voulait commémorer cet incident du mont Sancha. Et ça a commencé en juin. Il y a eu une équipe qui est allée sur place pour essayer de faire un rituel de commémoration. Non pas monter une stèle, mais vraiment sur place. Il y a une petite équipe qui est allée en hélicoptère
militaire. Alors, il n'y a pas eu de crash, rassurez-vous. Un CH-47 qui a été déployé sur place, qui a atterri pas très loin du lieu de l'accident qui avait été repéré pour commémorer justement les vies perdues, que ce soit dans l'épave militaire ou, encore une fois, des sauveteurs. Et il y a une mission qui est mandatée depuis le mois de juin entre l'armée et d'autres, je ne sais pas quelle entité du gouvernement. C'est une équipe spéciale ad hoc qui a été décidée par le gouvernement d'aller sur place pour préserver les vestiges, mieux documenter cette histoire afin de la conserver pour l'avenir et dorénavant, donc, comme dit Lighting 2, que cette histoire non seulement soit connue, mais qu'elle soit aussi symbole d'unité de la nation et de coopération du peuple résilient qui a tenté d'aller sauver la vie de ceux qui l'ont perdu dans ce crash. Bon, merci Fix pour nous avoir expliqué ce passage de l'histoire effectivement méconnu. Et oui, donc merci au président taïwanais de l'avoir remis en pleine lumière surtout. Et sans transition, nous allons passer aux lumières de la Biennale de Matsu, donc d'accord. un festival On va parler de l'art artistique, voilà, qui a débuté vendredi de la semaine dernière dans le comté de Lianqiang, donc aux îles Matsu à Taïwan, qui présente donc plus de 50 œuvres d'art et installations réalisées par 55 équipes provenant de 9 pays différents. Alors, comme j'avais mentionné tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle relativement peu des îles Matsu dans nos émissions, du moins personnellement, j'en ai assez peu parlé jusque-là. Je crois que Clément a beaucoup fait des activités artistiques, en fait, de Matsu, dans la ville en pratique. Il était même allé sur place en reportage. Oui, sur plusieurs fois. D'accord. Du coup, je pense que c'est une île qui reste très dynamique, avec une ambition d'avoir une sorte de vivacité, en fait. Tout à fait. Locale. Et même plus qu'une île, c'est un archipel, donc, qui est situé à 9 km des côtes chinoises et 170 de l'île principale de Taïwan, un peu plus au nord. Et c'est un archipel qui compte 19 îles, dont 5 principales, les 3 plus grandes faisant entre 5 et 10 km² chacune. Donc c'est vraiment assez petit. Il y a même des magasins de proximité dessus. Oui, c'est un lieu de tourisme maintenant, avec aussi une réserve naturelle ornithologique importante. Et on en parle aussi parce qu'elles sont reliées à la Chine par des mini-liaisons, donc ces navettes qui permettent aux Chinois d'y venir en tant que touristes, ce qui n'est pas possible pour l'île principale de Taïwan aussi. Donc pour revenir à la Biennale, c'est un événement organisé par le gouvernement du comté de Lianqiang et l'Association générale de la culture chinoise, qui se déroule donc depuis le 5 septembre et jusqu'au 16 novembre. Donc c'est vraiment assez long. Voilà, ça a commencé il y a un petit bout de temps, mais vous avez encore tout à fait le temps de vous y rendre si vous êtes dans la région et si ça vous intéresse. Et on y voit donc des œuvres d'artistes qui viennent de Taïwan, de Hong Kong, du Japon, de Corée du Sud, de Malaisie, d'Australie, des États-Unis, d'Espagne et du Canada. Ah oui, c'est assez diversifié comme. Ouais, c'est la première fois, donc c'est la 3e édition de cette biennale et c'est la première fois que c'est aussi ouvert à des artistes étrangers. Donc il y a vraiment une ambition d'élargir l'amplitude de cet événement artistique qui a pour thème cette année, alors je vais pas bien le prononcer, mais c'est écrit Patio et c'est en fait un événement de pêche, le patio, qui veut dire planter des gros pieux en bambou. Donc, ça a lieu chaque année en août et septembre et ça réunit tous les villages. Et les hommes vont en mer pendant une dizaine de jours pour enfoncer ces grands pieux dans les fonds marins, entre lesquels ils tendent des filets. Donc, le jiu du patio, c'est le nom du pieu en mine orientale, qui est de la langue locale qui est un petit peu différente donc, du taïwanais. Et l'idée, c'est donc de fixer des filets directement dans la mer qui resteront là toute la saison et desquels dépend une grande partie des résultats de la pêche. Voilà, donc le nom en anglais de cette biennale, c'est Your Sea, My Land, donc ta mer, ma terre. Je l'ai dit d'abord en anglais pour être sûre d'éviter toute confusion. Oh. Non, mais ça pourrait être confusant. Oui. Et donc, les expositions et spectacles seront axés sur des thèmes, donc évidemment avec l'océan et la pêche,
Mais donc ça va de l'écologie, l'identité locale, la politique spatiale aussi et l'esthétique relationnelle selon le site internet. Le bureau de la zone panoramique nationale de Matsu a déclaré que le festival intègre l'art dans les tunnels, les avant-postes militaires, les villages, les ports et les paysages naturels, qui permettent donc ainsi aux visiteurs de découvrir à la fois des créations artistiques et aussi l'histoire et la vie quotidienne des îles. Parce que c'était des îles longtemps militarisées en fait. Exactement, voilà, c'est à ça que je voulais venir, puisque du fait de sa proximité géographique avec les côtes chinoises, c'était une zone de tension. Lorsque le Kuomintang s'est retiré à Taïwan en 1949 à la fin de la guerre civile, il a gardé le contrôle sur les îles de Matsu et Kinmen, qui sont tout près de la Chine, mais quand même donc contrôlées par le Kuomintang. Alors, Kinmen, c'est quoi? C'est 4-5 km à peu près de la côte chinoise. Matsu, c'est quand même un peu plus. C'est 19 pour l'île principale et 9 pour les petits îlots les plus près. Ok. Donc ça reste quand même, très proche, je dirais pas un jet de pierre, mais presque. Oui. Alors que de l'autre côté, pour rallier Taïwan à Matsu, c'est quoi? 170. 170. Ouais. Et donc ces îles de Matsu ont été bombardées par la République populaire de Chine en 1958 pendant la deuxième crise du détroit de Taïwan. Et donc c'est pour ça qu'elles ont été pendant longtemps un avant-poste militaire important pour Taïwan. Oui. Un autre élément historique très important des îles Matsu, que je ne savais pas, c'est qu'elles n'avaient pas été occupées par le Japon. Pendant toute la durée de la colonisation japonaise, en fait, les îles Matsu n'étaient pas contrôlées à ce moment-là par... elles n'étaient pas considérées comme une colonie japonaise. Et c'était surtout des pêcheurs venus des côtes voisines chinoises qui y habitaient. Et certaines îles ne sont pas habitées toute l'année, d'ailleurs. Voilà donc un petit peu pour remettre le contexte historique. Pour revenir plus sur la biennale, donc il y aura des œuvres très variées qui ont pour but d'attirer à la fois des touristes taïwanais, mais aussi des visiteurs internationaux, et en particulier ceux d'une classe plutôt élevée ou qui s'intéressent vraiment au monde de l'art en particulier. Donc, il y aura des expositions qui sont très variées, qui mettent, par exemple, l'exposition 10 People, 10 Seas, qui adopte une approche co-créative en mettant l'accent sur des perspectives, les souvenirs et les compétences locales, avec des habitants qui apportent des objets ou des récits de vie et qui sont ensuite transformés à travers le regard de photographes qui capturent les rythmes du travail ou la mémoire collective, à travers une productrice musicale qui enregistre et compose des paysages sonores environnementaux et des interviews sur la vie dans les villages de pêcheurs. Donc tout est de manière interactive pendant cette biennale en fait. Alors une partie était faite en amont et une partie est aussi interactive effectivement sur place. Il y a aussi des arts visuels, des projets collaboratifs avec des enfants et des étudiants. Donc c'est très varié. Il y a évidemment aussi de la danse, du théâtre, des installations son et lumière, avec la participation de Taipower, la compagnie électrique de Taïwan. Ça m'a aussi surpris. À travers le groupe Taipower Public Art, qui revient sur l'histoire de Matsu, son passé militaire et la production électrique locale, à travers aussi divers médias, y compris la poésie d'habitants locaux qui évoquent donc comment on est passé de l'éclairage à la bougie à la lumière. À la lumière. Au sponsoring de Taipower dans la biennale. Voilà, donc c'est vraiment très varié. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. C'est donc visible jusqu'au 16 novembre. Voilà. Eh bien, nous arrivons déjà à la fin de cette émission On en parle à Taïwan, qui vous a été présentée par Florian Dai, Meng Wang et François-Xavier Boulet. Merci de votre écoute et à bientôt. Bye.